Stéphane, vous êtes responsable TEO, ça veut dire transmission d'entreprise organisée au sein du groupe AG2R. Et peut-être d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut poser un peu le contexte de la transmission d'entreprise en France? Combien d'entreprises, ça correspond à quoi? Qui sont ceux qui transmettent leur boîte? Oui, alors les entreprises, le contexte en France, il est posé au travers d'un rapport qui est remis à Emmanuel Macron en 2015 par Fanny Dombrecos, qui est députée à l'époque. Ce rapport nous dit qu'il y a 60 000 entreprises en France qui sont transmises et mises sur le marché chaque année. Et sur ces 60 000 entreprises, Vincent, il y en a 30 000 qui ferment leurs portes par défaut d'anticipation et de préparation. Ça a un impact très fort au niveau sociétal puisque ce sont 37 000 emplois directs qui sont finalement éliminés par le fait de ces fermetures d'entreprises. Ce rapport nous dit aussi que si on préparait mieux les transmissions et on anticipait mieux, on pourrait sauvegarder 750 000 emplois qui sont des emplois dérivés en fait, donc l'impact dérivé des fermetures d'entreprises. Donc globalement, on le voit, c'est quand même un impact qui est très fort au niveau sociétal, sur l'économie des régions et sur l'emploi. Mais au niveau du dirigeant lui-même, ça a un impact aussi qui est très fort, puisque quelqu'un qui a passé sa vie à organiser, à travailler dans une entreprise, à la construire, le jour où il s'en sépare, la problématique, c'est de savoir ce qu'il va devenir ensuite. Ça crée un vide fort, et puis au niveau économique aussi, comment est-ce que ça va se passer ensuite. Donc ce dirigeant, il peut transmettre à ses salariés, transmettre à sa famille, vendre. Il peut aussi donner et vendre à la fois si c'est une transmission familiale. Bref, il a plein de questions à se poser pour le rassurer en fait, pour qu'il sache vers où il va et qu'il y aille sereinement. Donc on voit qu'il y a évidemment 3 cas majeurs. On a retenu quand même les chiffres que vous avez donnés qui sont quand même relativement gigantesques. Je retiens principalement les 200 000 emplois qui sont en péril à cause de ces transmissions quand elles sont mal faites. Du coup, dans ces cas-là, quand on anticipe un cédant d'entreprise vient vous voir, quelle est la méthode que vous préconisez? Alors nous, on a mis en place en fait un service une vingtaine d'experts sur le territoire dans ce domaine-là. La première question qu'on pose aux dirigeants, c'est en fait quel est son projet de vie futur? Parce que s'il n'a pas une clarté sur ce qu'il va faire après, c'est beaucoup plus difficile pour lui ou pour elle de s'orienter. Projet de vie futur, ça veut dire aussi quels sont les besoins financiers de ce projet de vie. Est-ce qu'il peut les assumer toute sa vie durant ou pas? Si quelqu'un envisage de donner sa société à des enfants, par exemple, est-ce qu'il en a les moyens, tout en conservant son autonomie financière? On pose des questions comme ça qui sont des questions de vie, parce que en fait, ce sont ces questions-là. Nous, en tant qu'assureurs, on n'est pas des spécialistes de la transmission comme peut l'être un avocat, un expert comptable. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'accompagnement de la personne. Et en fait, assurer ses revenus toute sa vie durant. C'est ça notre métier. Donc on s'est doté de compétences fiscales, sociales, patrimoniales pour organiser en amont des transmissions la transmission d'entreprise au mieux des intérêts du client dans son long terme. Voilà. Donc voilà en fait la méthode qu'on utilise. C'est assez sommaire, mais ça intègre toutes les notions de fiscalité, de protection sociale, de fin de carrière et globalement des éléments juridiques qu'on ne traite pas tout seul. On les traite toujours avec l'expert comptable, l'avocat, le notaire, mais on accompagne en copilote le dirigeant pour lui donner une vision à 360 degrés sur sa situation actuelle et future. Alors sans faire de la surpromesse, malgré tout c'est un marché qui est relativement concurrentiel, l'accompagnement en transmission d'entreprise. Quelle est la spécificité technique d'AG2R qui est unique, qui ferait qu'on aurait plutôt tendance à se tourner vers vous? Alors, la spécificité technique d'AG2R La Mondiale, c'est effectivement, nous sommes des experts de la protection sociale et de l'ingénierie de la protection sociale. Et donc, quand on accompagne, je donne un exemple, un dirigeant en fin de carrière, ce sont 60% des cédants qui partent à la retraite derrière, on va s'intéresser à ce qui va se passer justement sur cette fin de carrière. Je prends un exemple assez simple. Un dirigeant de 59 ans, ou une dirigeante bien sûr, qui a une opportunité de cession. 59 ans, c'est bien, mais la retraite, normalement, c'est 62 ans. C'est l'âge d'entrée dans la retraite. On va donc se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 ans-là. En matière de couverture maladie, en matière de cotisation retraite pour ne pas perdre des droits à retraite acquis, etc. On va même aller regarder si, par hasard, il n'a pas commencé sa carrière très tôt pour pouvoir accéder, pourquoi pas, à une dérogation et prendre sa retraite à 60 ans plutôt que de la prendre à 62. L'effet, il est social, vous le comprenez. Si je prends un dirigeant qui a construit 40 000 euros de retraite par an et qui la prend 2 ans plus tôt, ça fait 80 000 euros d'encaisser en mieux. Et un statut social de retraité, on n'aura que quelques mois à gérer entre la cession de l'entreprise
et le statut de retraité, qui est très protecteur pour la famille. Mais aussi, il est fiscal, cet effet-là, puisqu'en fait, quand on liquide sa retraite dans les 24 mois qui suivent ou qui précèdent la transmission de l'entreprise, prenons le cas des sociétés IS, impôt sur les sociétés, on peut avoir un abattement de 500 000 € sur la base de la plus-value. Donc, à la fois, on va encaisser une retraite plus tôt, on va avoir un statut social protecteur, mais en plus, on paiera moins d'impôts. Donc, vous voyez que finalement, l'enjeu social qu'on représente a des effets qui sont fiscaux et patrimoniaux, et bien souvent, malheureusement, il est éludé. Un dernier exemple, si le dirigeant veut accompagner, par exemple, son enfant repreneur, admettons, il va peut-être décider de faire un cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, c'est une législation très particulière du droit de la sécurité sociale, qui est complexe, qui est plus complexe parfois que la fiscalité, et finalement qui est très peu maîtrisée. Tout ça nécessite un environnement expert, constitué effectivement d'un spécialiste des retraites, mais pas que, évidemment, experts comptables, avocats, notaires, tous ces gens-là travaillent en interprofessionnalité. Alors, dans ce que vous avez évoqué, évidemment, il y a des données économiques complexes à appréhender en amont. Il y a aussi des données fiscales, et on sait que la fiscalité, elle bouge beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point à date, en 2018, où en est la fiscalité sur la cessation d'entreprise? Voilà, sur la cession d'entreprise. La cession, pardon. C'est pas un souci. Deuxième lapsus. La cession, il en faut. Et il n'est même pas 11 heures. Oui, merci. La cession d'entreprise, évidemment, pour avoir un rôle de copilote aux côtés d'un dirigeant, il faut forcément maîtriser la fiscalité. Si ce n'est être un expert. L'expert, c'est le fiscaliste indépendant qui va vous écrire que votre fiscalité va être traitée de telle façon, de telle façon. Il ne faut pas se tromper. Un généraliste des spécialités, c'est comme un architecte, il a la capacité de vous donner une vision globale. Mais lorsqu'on veut valider quelque chose en profondeur, on va avoir un expert. Et notre rôle à nous, c'est bien de donner la vision globale sur la fiscalité. Je préfère le dire tout de suite parce que la fiscalité, c'est un domaine, si on veut engager sa responsabilité, où il faut avoir un statut particulier que nous n'avons pas. Voilà, ça c'était pour le préalable. Donc à partir du 1er janvier 2008, on va s'occuper que des cessions d'entreprises, de sociétés à l'IS. Les entreprises individuelles, ça demanderait beaucoup trop de temps, parce que c'est beaucoup plus large. Société à l'IS, il y a le PFU, le prélèvement forfaitaire unique depuis le 1er janvier, globalement, sur la plus-value réalisée, on paie 30%. C'est assez simple, vous voyez, à retenir. Je vends pour 100 000 €, si c'est de la plus-value, il me reste 70 000. Globalement, ça fait un ratio assez simple. Bon. Maintenant, si on a créé la société il y a plus de 8 ans, on est créateur de la société. Il y a aussi un autre cas où on a racheté les titres moins de 10 ans après leur création, c'est plus compliqué. À ce moment-là, on a un abattement de 85% sur sa base de plus-value. En clair, on est imposé sur 15% uniquement, mais on est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. À cela s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux qui, eux, ne sont pas abattus. Alors globalement, pour vous donner une idée, si on prend les 17,2 et qu'on est imposé à 15% avec une tranche marginale à 41, ça fait 24% de pression fiscale. Donc 30%, c'est le droit commun, 24%, c'est le meilleur à aller chercher, à condition vraiment d'être encadré. Et enfin, si on va chercher un départ à la retraite, ce que j'exprimais tout à l'heure, on a une fiscalité qui va aller 27%, on va faire simple. Donc vous voyez, 30%, c'est ce qu'il faut payer au pire, entre guillemets, et 24% au mieux. Attention, il y a à peine 5 ans, on allait jusqu'à 60% d'impôts sur les plus-values. Vous voyez que finalement, aujourd'hui, on est plutôt favorable en matière de cession d'entreprise. Voilà. Donc on comprend bien qu'il y a quand même 6 points de pression fiscale d'écart à aller chercher, donc ça vaut le coup de se prendre un petit peu la tête, parce qu'évidemment, quand on parle de millions d'euros, 6%, ça fait pas mal. Je me permets juste un commentaire par rapport à mon explication. C'est que il faut toujours aller chercher l'origine des titres. Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des titres? Et où est-ce qu'on va après? Par exemple, liquidation des retraites, pour être capable de dire voilà la meilleure fiscalité pour vous. Et ça, c'est vraiment l'expérience de votre conseil qui va faire qu'il va vous poser les bonnes questions ou pas. Alors on va prendre un cas très concret qui concerne la majorité d'ailleurs des personnes qui veulent céder leur entreprise. C'est le cas d'une transmission familiale. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la transmission familiale, c'est la transmission certainement la plus passionnante. Parce que dans le jeu, vous avez effectivement celui qui va transmettre, le cédant, généralement les parents, donc si on transmet à ses enfants, et puis le repreneur. Et donc il y a des enjeux qui sont patrimoniaux pour la famille. Vous le comprenez, là, finalement, plus je préserve l'économie familiale, et mieux je suis content que je sois repreneur ou que je sois cédant.
Il y a des enjeux sociaux parce que je suis l'enfant repreneur. Quel va être mon statut social demain? Est-ce que je suis déjà salarié de l'entreprise? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que demain je serai en cogérance majoritaire, président d'une SAS, etc. Comment je vais me payer? Qu'est-ce qui va me rester? Comment sera protégée ma famille? Tout ça, vous voyez, c'est vraiment l'enjeu social. L'enjeu fiscal, évidemment, parce que les parents qui vont donner une entreprise, ils vont peut-être ne pas pouvoir tout donner. Parce que si on revient tout à l'heure à la logique de vie future, ils ont certainement des besoins financiers dans le futur qu'il faudra, pour les assumer et conserver leur autonomie financière, une partie de vente aux enfants pour pouvoir encaisser du cash et puis demain vivre de ces revenus et de ce cash. Donc ça va être une donation souvent assortie d'une cession, vous voyez. Donc je prends un exemple. J'ai par exemple un parent qui veut transmettre des titres à 2 de ses enfants. À ce moment-là, par donation, imaginons que ça vaille 2 millions d'euros, ces titres à l'IS, les droits de donation vont être de 420 000 euros environ. Ce sont les enfants qui devront les payer, mais le parent peut aussi les assumer. S'ils mettent en place un pacte Dutreil, le pacte Dutreil, c'est un outil très puissant qui fait de la France un véritable paradis fiscal. Pacte Dutreil, ça va être 29 000 euros de droits à payer au lieu de 420 000. Vous voyez que la différence, quand même, est à peu près 400 000 euros de moins. Donc, on donne à pas cher. Par contre, le pacte Dutreil va nécessiter un engagement collectif de conservation des titres pendant 2 ans, entre associés, et ensuite, c'est un engagement individuel des donataires, donc des enfants, pendant 4 ans. Et il faudra que l'un des engagés collectifs ou individuels assure les fonctions de direction. Alors, vous voyez, c'est compliqué déjà. Là, ça commence à se complexifier. Tout à l'heure, j'étais intéressé. Je me dis, tiens, je gagne 400 000 euros, c'est sympa. Là, on commence à se dire, tiens, c'est compliqué votre truc. C'est encore plus compliqué que ça. Et la loi Pacte, qui est en train de se mettre en œuvre, mais aussi une loi proposée par le Sénat le 6 juin dernier, vise à simplifier la mise en œuvre du pacte Dutreil pour faciliter ces transmissions. Je vais au bout. Je vais au bout parce que, imaginons que des parents veuillent transmettre à un enfant une société, il est repreneur, et il y a un enfant à côté qui n'est pas repreneur de son côté, il n'a pas envie de reprendre. Il va falloir dédommager l'enfant qui n'est pas repreneur. Le premier, on va donc lui donner les titres de la société à hauteur de ce qu'on peut donner, on va garder le reste pour vendre, pour assumer le train de vie des parents dans le futur, il leur faut garder effectivement une économie en direct, ça je pense qu'on l'a bien compris. On donne au premier, à charge pour le premier, de payer une soulte à l'enfant qui ne reprend pas, et on mettra en place un pacte Dutreil pour amoindrir les droits de donation sur le premier. Et cet enfant-là, qui est repreneur, donc, créera une société holding en apportant les titres qui ont été donnés. C'est la holding qui va s'endetter pour payer la soulte à l'enfant non repreneur. Et c'est aussi la holding qui s'endettera pour acheter les titres aux parents qui vont rester, si vous voulez, en lice. Les parents payant directement leur impôt de plus-value, conservant une partie du bénéfice de la cession, et la transmission aura été faite. Mais attention, pour faire ça, il faut un notaire spécialisé, il faut un expert comptable spécialisé, un avocat compétent dans ce domaine-là en tout cas, et un pilote. À vous entendre, effectivement, on comprenait que c'était relativement technique et qu'il fallait bien s'entourer en amont. Juste 2 petits mots pour finir. Le problème, évidemment, quand on veut céder son entreprise, c'est de trouver un repreneur. C'est un petit peu le même problème que pour les rencontres amoureuses. Et donc, vous avez créé l'équivalent d'un Mythique ou d'un Tinder de la cession d'entreprise. Alors, sans donner de nom particulier, effectivement, on s'est surtout mis en partenariat avec une start-up qui a mis en place une plateforme numérique il y a 1 an qui s'appelle MeetPro. Et cette plateforme numérique, elle est très efficace puisque c'est un site de rencontre entrepreneuriale sur lequel on retrouve des repreneurs, des cédants, des créateurs et des accompagnants. Elle a une spécificité, c'est qu'on peut par exemple dire « je veux vendre mon entreprise en 3 ans » et avec un abonnement mensuel qui est de l'ordre de 25 €, vous voyez que ça ne va pas chercher très loin, on va avoir quelqu'un qui pourra dire, de l'autre côté, un repreneur qui est cadre dans une entreprise, qui a envie de reprendre d'ici 2 ans pour avoir le temps d'organiser son projet, dire bah, écoutez, moi ça m'intéresse de se mettre en relation discrète, comme sur un site de rencontre. On va mettre en place une relation de confiance progressivement et on se rencontrera plus tard. Donc si vous voulez, effectivement, la technologie est la meilleure des sites de rencontre, mais aussi des sites d'annonces. Et dans ces sites d'annonces, vous avez des matchings automatisés. Là, vous recevez des emails qui vous disent, voilà, il y a une entreprise qui correspond à ce que vous voulez. Si vous souhaitez vous mettre en relation, elle est directe, la relation. Il n'y a pas d'agence au passage. Donc, c'est plus PAP que Je me permets juste, MeetPro, c'est www.meetpro.fr.
Je vous laisse aller regarder et vous rapprocher de nous si jamais vous le souhaitez. Je donne aussi une adresse email, TEO, comme transmission d'entreprise organisée, @ag2rlamondiale.fr. Si vous avez des questions, on vous répondra avec plaisir. Et alors, je regarde le timing qui est serré, mais juste comme vous avez avancé beaucoup de sujets relativement complexes, un petit mot de conclusion sur ce qu'il faut avoir en tête avant de céder son entreprise. Alors, conclusion, effectivement, on aura 1 minute de retard sur notre planning, mais la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est de dire finalement, je suis dirigeant. Je vais me confronter à un parcours complexe pour céder mon entreprise. De même si je suis repreneur d'ailleurs. Bon. Il faut que j'ai à mes côtés quelqu'un qui puisse me donner une vision de ce qui va se passer. Pour ça, il me faut un généraliste des autres spécialités, un copilote à mes côtés. Ce copilote, il va m'aider à ne pas éluder certaines questions. Parce que lorsqu'on va avoir un expert qui n'a pas cette vision-là, en général, il voit sa façon, il a son domaine du droit sans forcément avoir une vision sur les autres domaines. Et là, il faut finalement confronter des domaines du droit pour qu'on ait une vision globale à 360 degrés. Le copilote est essentiel. Ça peut être votre expert comptable, votre avocat, votre notaire, mais aussi quelqu'un de spécialisé chez nous qui a été formé pour ça. On n'en a pas beaucoup, on est 11 000 dans le groupe, on a 20 personnes qui savent faire ce genre de choses, parce qu'en fait, c'est très confidentiel. Ensuite, il faut anticiper. Anticiper à minima 5 ans de la transmission. À 55 ans, un dirigeant il devrait commencer à se préoccuper de cela. Et surtout, ne pas laisser l'entreprise décliner. Il faut continuer à investir à 55 ans pour qu'elle soit vendable dans un bon état de modernité quand il aura 60-62 ans. Et enfin, ne pas hésiter à s'entourer des conseils qui vont bien, payer des missions à l'expert comptable, à l'avocat, au notaire, parce que payer un peu, parfois, ça fait gagner beaucoup au final. Voilà ce que j'aurais à dire sur tout ça. Merci infiniment, Stéphane. Merci Vincent.